La forêt respirait dans un silence profond tandis que le crépuscule étendait son voile ambré sur les feuillages. Une lumière dorée filtrait entre les arbres, transformant le sous-bois en un théâtre d'ombres mouvantes. Angela, une mère célibataire d'une trentaine d'années, marchait doucement en tenant la main de son fils Nico. Leurs bottes écrasaient les feuilles mortes dans un bruissement régulier, l'air embaumé de mousse et de terre mouillée. Ces balades après l'école étaient leur rituel secret, un moment suspendu, loin du vacarme du monde. Nico gambadait quelques mètres devant, libéré de l'agitation de la journée, son sac à dos bondissant à chacun de ses pas. « Maman, regarde !» s'écria-t-il en pointant du doigt une racine étrange qui jaillissait du sol comme un dragon endormi. Il courut vers elle avant qu'Angela n'ait eu le temps de répondre, mais son pied trébucha sur une motte et il s'écroula au sol, un cri aigu s'échappant de sa gorge. Angela accourut aussitôt. « Tu t'es fait mal, mon cœur ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, un murmure, presque inaudible, fendit le silence. Une voix étranglée, désespérée. « De l'eau, s'il vous plaît. » Angela se figea. Elle balaya les alentours du regard. Rien. Juste le bruissement des feuilles et les yeux effrayés de son fils. « Tu l'as entendu toi aussi ?» demanda-t-elle. Nico hocha la tête, pâle. Elle s'agenouilla là où il était tombé, repoussa les feuilles, gratta la terre. Ses doigts touchèrent du métal froid. Une grille, petite, rouillée, dissimulée sous les racines. Elle se pencha. « Il y a quelqu'un ?» Un gémissement faible lui répondit. Sans réfléchir, Angela saisit la petite bouteille d'eau dans son sac, dévissa le bouchon et versa un filet à travers la grille. En dessous, on entendit quelqu'un boire avec avidité, haletant entre chaque gorgée. « On va vous sortir de là, je vous le promets. » Sans outil, elle creusa à main nue. Ses ongles se fendirent, ses paumes se couvrirent d'éraflures. Nico, silencieux, lui tendait des branches pour l'aider. Petit à petit, la terre céda, dévoilant une trappe corrodée. Angela y glissa les doigts, poussa de toutes ses forces. Un grincement, puis la trappe s'ouvrit dans un souffle fétide. L'air chaud qui s'en échappa lui arracha des larmes. Elle toussa, cligna des yeux et se pencha au bord du trou. Un homme gisait là, à demi conscient. Ses vêtements étaient en lambeaux, sa peau pâle, maculée de sang et de boue. Il tenta de bouger, mais s'effondra dans un râle. Angela lui tendit la main. « Donnez-moi votre main. Je suis là. Accrochez-vous. » Il leva faiblement le bras. Elle l'attrapa, s'arc-bouta et tira de toutes ses forces. Lentement, il émergea de la terre, tel un fantôme revenu du royaume des morts. Vivant, mais à peine. Elle l'allongea sur le sol, tremblante. Ses lèvres remuèrent. Elle se pencha, écouta son souffle brisé. « J'avais une famille, murmura-t-il. Mais celui en qui j'avais le plus confiance, m'a enterré vivant. » Sa tête retomba sur le côté, l'inconscience l'emportant. Angela chercha son pouls, il était faible, mais présent. Elle l'enveloppa dans le poncho de Nico, sortit son téléphone. Pas de réseau. Elle regarda son fils. « On va le ramener à la maison. » Nico acquiesça, sans poser de questions. Angela comprit que tout venait de basculer. Elle ignorait qui était cet homme, mais ce qu'il avait murmuré portait la douleur nue d'une vérité absolue. Et ce qu'il avait mené là, enseveli sous la forêt, n'était pas terminé. Le vent fit grincer les planches de la vieille remise derrière le modeste cottage d'Angela. C'était la seule structure assez éloignée de la route et des voisins pour garantir une réelle discrétion. Elle ne s'en servait plus depuis des années. Autrefois, elle y entreposait des outils, des pots de peinture, le vélo de Nico devenu trop petit. Aujourd'hui, elle y abritait autre chose, un homme que le monde croyait disparu. Sous des couvertures épaisses, il gisait, pâle et brisé, sur un vieux lit de camp. Angela resta un moment dans l'embrasure de la porte, le souffle suspendu dans l'air frais de la nuit. Elle jeta un œil vers la maison. La lumière douce d'une veilleuse illuminait la chambre de Nico. Avant de sortir, elle avait embrassé son front et murmuré. « Maman va vérifier le jardin. » Il s'était retourné dans ses rêves. Dans la remise, elle posa la lanterne qu'elle portait. Sa lueur dorée dansait sur les murs en bois, révélant des étagères oubliées et des outils rouillés. Son regard se posa sur l'homme. Elle avait décidé de l'appeler Léo, juste pour lui donner un nom qui sonne vrai dans ce silence. Son visage ruisselait de sueur. Il tremblait malgré les couches de couverture. Lorsqu'il bougea,
sa voix était brisée par la fièvre. Clemens. Verina, trahison. Les noms s'échappaient de sa bouche comme des fantômes d'outre-tombe. Angela s'agenouilla, prit son poignet. Son pouls était rapide, désordonné. Délire fébrile. Sans hésiter, ses mains se mirent en mouvement. Elle rassembla des linges, prépara des infusions. Sous son évier, elle avait une boîte en bois contenant des plantes séchées, de l'aquilée pour les infections, du saule pour la douleur, du sureau pour faire tomber la fièvre. Elle fit bouillir de l'eau sur un petit réchaud et prépara la décoction comme elle l'avait fait autrefois pour Thomas, son mari, dans les derniers mois de sa vie. Ce souvenir était douloureux, mais le geste l'apaisait. Lorsque la tisane fut tiède, elle laissa tomber quelques gouttes entre les lèvres de Léo. Il sursauta, puis but avec avidité, gémissant à chaque gorgée. Doucement, murmura-t-elle. Pas trop vite. Il articula encore quelques mots, incompréhensibles cette fois. Angela lui caressa doucement le front, repoussant les mèches humides. Je ne sais pas qui est Clemens, ni ce qu'il t'a fait. Mais ici, tu es en sécurité. Les mains de Léo tremblaient encore. De la terre restait incrustée sous ses ongles, vestige muet de l'enfer qu'il venait de traverser. Son visage était creusé, les pommettes saillantes sous une peau pâle presque translucide. Autour de ses poignets, des marques rouges révélaient ce que les mots n'avaient pas encore dit, il avait été attaché, emprisonné. Pas un blessé ordinaire perdu dans les bois, non, Angela le savait maintenant. Quelqu'un avait voulu le faire disparaître. Mais qui? Et pourquoi? Cette nuit-là, elle revint dans le vieux cabanon au fond du jardin, les mains pleines d'une modeste offrande, un bol de soupe chaude. Du bouillon léger, quelques carottes, un peu de nouilles. Rien de sophistiqué, mais réconfortant. Léo était encore trop faible pour se nourrir seul, alors elle s'assit près de lui et l'aida à porter la cuillère à ses lèvres. Il ne parla pas. Mais ses yeux, désormais plus clairs, se posèrent sur elle avec une intensité fragile, un mélange de surprise, de gratitude silencieuse, et de fatigue profonde. Tu n'as pas besoin de parler, murmura Angela. Juste, récupère. C'est tout ce qui compte. Dehors, le vent se leva. Une branche frappa contre la fenêtre du cabanon, comme un avertissement venu des ténèbres. Angela se raidit, consciente soudain du poids de son geste. Elle avait recueilli un inconnu, l'avait caché, avait menti à son propre fils. Elle repensa au nom qu'il avait murmuré dans un souffle à peine audible, Clemens. Verina. Des proches? Des ennemis? Des traîtres? Elle retourna un instant à la maison, vérifia que Nico dormait paisiblement, puis revint s'installer près de Léo, dans cette veille étrange entre le sommeil et la peur. La nuit s'écoula lentement. Angela, recroquevillée sur une chaise, somnolait d'un œil, tendu comme une corde. À un moment, Léo bougea à nouveau. Sa voix, brisée, éraillée, fendit le silence. Il me croit mort. Angela sursauta. Qui? Demanda-t-elle doucement. Il entr'ouvrit les paupières juste assez pour croiser son regard. Ceux en qui j'avais confiance. Et il replongea aussitôt dans l'inconscience. Angela resta là, figée, ses paroles résonnant en elle comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un randonneur perdu ou blessé. Quelqu'un avait tout orchestré. Quelqu'un avait voulu le faire disparaître, et avait failli réussir. Ce soir-là, Angela comprit qu'elle n'avait pas simplement sauvé un homme. Elle avait mis au jour un secret que d'autres étaient prêts à tuer pour garder enfoui. Sous la lumière vacillante d'une vieille lampe à huile, Léo remua enfin après plusieurs heures d'immobilité. Angela, qui venait de lui appliquer une nouvelle compresse tiède sur le front, s'arrêta net, le souffle suspendu. Ses lèvres, desséchées et fendillées, s'ouvrirent à peine. De l'eau. Souffla-t-il, la voix à peine audible, mais consciente. Sans hésiter, Angela glissa un bras derrière lui, le redressa avec précaution. Son corps était faible, tremblant, mais il ne résista pas. Elle porta un gobelet ébréché à ses lèvres et l'inclina doucement. Il but à petites gorgées, toussa, puis en reprit. Un éclat de lucidité passa dans ses yeux. Il regarda autour de lui, d'abord confus, puis ses yeux se fixèrent sur le visage d'Angela. « Tu es en sécurité maintenant, dit-elle doucement. Tu es avec moi. Je t'ai trouvé dans les bois. Tu étais enterré. Tu t'en souviens. » Léo cligna lentement des yeux. Il sembla lutter pour que les mots lui parviennent.
Sa douleur voilait encore son regard, mais il acquiesça d'un léger mouvement de tête. Je devrais être mort, murmura-t-il. Angela serra les dents. Dis-moi ce qui s'est passé, mais seulement si tu peux. Il s'appuya contre les vieux draps qu'elle avait empilés derrière lui. Sa respiration était courte, sa voix hésitante, mais ses souvenirs, eux, étaient acérés, tranchants comme des éclats de verre. J'étais PDG, commença-t-il. D'une entreprise de santé. On créait des cliniques dans les zones rurales, on subventionnait les médicaments, on collaborait avec des ONG. Je croyais qu'on faisait quelque chose de bien. De réel. Angela ne bougea pas. Ses mains étaient jointes, crispées. Ma femme. Verina. Elle incarnait tout ce que je croyais vouloir. Élégante, passionnée, brillante. Et mon meilleur ami, Clemens, c'était le directeur financier. Je le considérais comme un frère. Il gérait les comptes, les investissements. Je lui faisais une confiance aveugle. Il marqua une pause. Ses lèvres se tordirent dans une expression douloureuse. Un soir, je suis rentré plus tôt d'une réunion. La maison était calme. Je suis monté, et je les ai entendus. Des rires. Des murmures. Ma femme. Clemens. Ensemble. Intime. Il détourna le regard, sa voix se brisant sous le poids de l'humiliation. Je ne voulais pas y croire. Mais quand je suis entré dans la pièce, il n'y avait plus rien à douter. Angela sentit son cœur se serrer. Dans les yeux de Léo, la trahison était encore vive, une plaie ouverte. Ils n'ont même pas nié. Ils ont tout avoué. Ils préparaient ça depuis des mois. Verina voulait le contrôle total de l'héritage. Clemens convoitait l'entreprise. Ils avaient déjà détourné des millions, créé de faux contrats, falsifié des signatures. Tout ça, sous mon nez. Léo ferma les yeux. Ses mains se mirent à trembler. J'ai menacé de tout révéler. J'ai dit que j'irais voir la police, le conseil d'administration. J'étais furieux. Clemens, il a paniqué. Il y avait un tisonnier près de la cheminée. Il l'a saisi. Instinctivement, ses doigts effleurèrent sa tempe, là où sa peau était encore tuméfiée. Il a frappé. Je n'ai rien senti. Juste une lumière, puis le noir. Angela expira, à peine consciente qu'elle retenait sa respiration. Quand j'ai repris conscience, j'étais sous terre. Une boîte métallique. Petite. Sans lumière. Les mains ligotées. Il y avait un tuyau d'aération, juste assez pour respirer. Sa voix se brisa. Il pensait que j'étais mort. Ils m'ont enterré vivant. Il détourna le visage, comme si cette honte lui appartenait, alors qu'il en était la victime. Ils ont tout mis en scène. Une retraite. Un congé sabbatique. Verina a dit à la presse que j'avais besoin de temps, que j'écrivais un livre. Tout le monde l'a cru. Pourquoi ne l'aurait-il pas cru? Angela lui prit la main. Elle était glacée. Mais il ne la retira pas. Mais ce n'était pas seulement la trahison, ajouta-t-il dans un souffle. C'est ce que je n'ai pas pu dire. Ses yeux se perdirent dans le vide, là où résidaient tous les mots qu'il n'avait pas eu le temps de prononcer. Et dans cette cabane silencieuse, avec pour seule lumière une vieille lampe, Angela comprit, elle n'avait pas seulement recueilli un homme échappé de la mort. Elle avait réveillé une vérité que d'autres espéraient avoir ensevelie à jamais. Il se tourna vers elle, les yeux scintillant d'émotion. J'ai un fils, Jonathan. Il a 12 ans. Cette nuit-là, je lui ai promis que je serais rentré pour le dîner. Nous devions construire une fusée miniature. Je ne suis jamais revenu. Je n'ai pas pu lui dire. Sa voix se brisa. Une larme glissa le long de sa joue creusée par la fatigue et la peine. Je n'ai pas pu lui dire que je l'aimais, murmura-t-il. Angela serra sa main. Aucun mot ne voulait sortir, seule la chaleur de ses paumes pouvait encore parler. Cette pensée, reprit-il dans un souffle, c'est la seule qui m'a gardé en vie. Dans l'obscurité, ligoté, à moitié vidé de mon sang, je me raccrochais à sa foi, à son rire. Je répétais son prénom comme une prière, de peur qu'il ne m'oublie. Il leva les yeux vers la petite lampe tempête, la flamme vacillante se reflétait dans les larmes qui s'amassaient sur ses cils. Et puis je t'ai entendu, dit-il. Tu m'as entendu, demanda Angela d'une voix tremblante. Oui.
Et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus seul. Dans cet abri de planches humidifiées par la pluie, au milieu des vieux outils et de l'odeur âpre de terre mouillée, un homme enterré par la trahison commençait à se redresser, porté non seulement par les mains qu'il avait découvert, mais par l'amour qu'il avait préservé dans l'obscurité. Depuis ce soir-là, l'air entre eux avait changé. Le mur invisible qu'Angela avait élevé s'effritait. Elle n'évitait plus le cabanon, elle n'esquivait plus le regard hanté de Léo. Chaque soir, elle apportait une soupe fumante, des couvertures supplémentaires, des vêtements propres. Sa sollicitude ne ressemblait plus à un devoir, c'était devenu un lien. Un après-midi, tandis qu'elle pliait le linge dans le salon, Nico déboula du jardin, inquiet. « Maman, la roue de mon camion de pompier s'est encore détachée. » Angela ouvrit la bouche pour répondre, mais Léo apparut derrière l'enfant. Sa démarche était prudente, pourtant assurée. Il mit un genou à terre et examina le jouet. « Je peux regarder ?» demanda-t-il doucement. Angela acquiesça. Avec une lenteur méticuleuse, Léo retourna le camion, ajusta l'axe et, grâce à un vieux tournevis pioché dans le tiroir de la cuisine, remit la roue en place. Nico rayonna. « Merci, oncle Léo. » lança-t-il avant de repartir en courant. Angela resta figée. Oncle Léo avait jailli si naturellement. Plus tard, alors que la maison s'assoupissait, elle passa dans le couloir. Sur la table de couture gisait une veste déchirée de Nico qu'elle pensait jeter. La déchirure avait disparu, une couture régulière, presque invisible, l'avait refermée. Elle se tourna lentement, Léo, assis près de la fenêtre, tenait une tasse de thé dont la vapeur dansait dans la pénombre. « Tu as recousu sa veste » souffla-t-elle. « J'ai beaucoup cousu, plus jeune. Maman m'avait appris. » « Pourquoi ?» Il haussa les épaules, esquissant un sourire las. « Parce que certaines choses peuvent encore être réparées. » Elle s'assit à ses côtés. Le silence, loin d'être gênant, était devenu un espace partagé où leur respiration trouvait un même rythme. « Il t'aime bien, tu sais, » murmura-t-elle. « Il me rappelle mon fils. » Pas physiquement, mais par cette façon de s'illuminer quand il parle, par la confiance absolue qu'il accorde. Le dîner fut simple, un ragoût de poulet et du pain. Nico, hilar, raconta l'école, Léo l'écoutait, vraiment présent, un sourire timide aux lèvres. Angela, face à eux, sentit son cœur se serrer d'une nostalgie douce amère qu'elle n'avait plus éprouvée depuis des années. Lorsque Nico fut couché, les assiettes restèrent intactes sur la table. Angela brisa le silence. « Merci. »« Pourquoi ?» demanda Léo. « D'être resté ? De prendre soin d'un étranger ? Pour être toi. Pour essayer. Pour croire encore. » Son regard se baissa, voilé d'une peine ancienne. « Mon mari. Il est mort d'un cancer. Tout est allé si vite, 6 mois entre le premier symptôme et le dernier souffle. Je l'ai soigné chaque jour, lavé, nourri, tenu la main quand la douleur le dévorait. » Léo ne trouva rien à dire, il la laissa poursuivre. Il n'a jamais affronté la fin seul. Et je me suis juré que personne ne le devrait. Ses yeux se remplirent de larmes. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. Mais je sais aussi ce que cela signifie d'être là, quand ça compte. C'est pour ça que je ne t'ai pas laissé dans ce trou, Léo. Il tendit la main, effleurant la sienne. Ce n'était pas la promesse d'une romance, c'était la reconnaissance silencieuse de 2 vies fissurées qui se rejoignaient. J'aurais péri là-bas, dit-il. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que tu as écouté. Elle sourit, la voix presque inaudible. Et parce que tu voulais vivre. Dans cet interstice entre perte partagée et espoir quelque chose commença à germer. Pas encore l'amour, mais une rare fleur, la certitude que 2 cœurs brisés pouvaient encore battre à l'unisson. Les semaines passèrent. Le pas de Léo gagna en assurance, son corps, longtemps malmené, se rappelait chaque jour qu'il avait le droit de respirer. Le cabanon n'était plus un simple refuge, c'était devenu un petit quartier général. Angela avait accroché un vieux tableau de liège, dessus, Léo punaisé reçu, schéma, bride de chronologie. Sur le bureau, son carnet usé restait ouvert, saturé de noms, de mots de passe extirpés de sa mémoire fébrile. Certaines lignes, maculées par la sueur de nuit fiévreuse, demeuraient lisibles, essentielles. Il repassait inlassablement le fil de ces derniers jours, le gala où il avait surpris Clémence en pleine confidence avec Verina, le voyage d'affaires qu'on lui avait imposé, soi-disant pour décrocher un contrat, cette retraite médicale, offerte, comme un cadeau empoisonné.
Il revoyait la dispute finale, les yeux de Verina, froids comme un lac en hiver, Clemens hurlant quelque chose à propos d'eux. Il s'interrompait, fronçait les sourcils, griffonnait sur la page, une date, une adresse, un code partiel. Puis il se levait pour s'étirer, ses muscles protestaient encore, mais moins, et regardait par la fenêtre le jardin baigné de lumière. Parfois, Nico apparaissait comme un éclat de rire incarné, brandissant un trésor trouvé sous les feuilles. Léo alors se surprenait à sourire franchement. Ce sourire, fragile d'abord, prit racine chaque jour un peu plus. Angela observait. Elle voyait l'homme reprendre forme, ses épaules se redressaient, sa voix gagnait en profondeur, son regard cessait de fuir. Elle voyait aussi la détermination revenir, une lueur dans les yeux, moitié feu, moitié glace, qui disait « Je vais affronter ceux qui m'ont enterré ». Un soir, tandis que le vent d'automne secouait les branches et cognait aux vitres comme un visiteur impatient, Léo referma son carnet. « Je crois savoir par où commencer, dit-il. » Angela rangeait la vaisselle, mais elle se retourna aussitôt. « Que as-tu découvert ?» Il tapota la couverture du carnet. Des transferts d'argent suspects vers une clinique privée. Des comptes offshore liés à Clemens. Et Verina. Verina apparaît comme bénéficiaire secondaire. Tout concorde. Ils m'ont drogué lors de ce supposé séminaire médical. Ils m'ont fait croire à un traitement. Puis ils m'ont fait disparaître pour de bon, convaincus que personne ne fouillerait la forêt. Son visage, encore marqué de bleu jaunissant, s'assombrit. Je dois réunir des preuves solides et protéger Jonathan. S'ils apprennent que je suis vivant, ils pourraient s'en prendre à lui. Angela sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, mais sa voix resta ferme. Alors nous ne les laisserons pas faire. Elle s'assit en face de lui, les mains croisées. Son regard ne vacillait pas. Mon mari disait, le courage se résume souvent à tenir la main de quelqu'un dans le noir. Je serai cette main. Léo ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, une gratitude farouche irradiait dans l'embrasure de ses paupières. Je n'ai peut-être plus de foyer, plus de réputation, mais j'ai encore mon fils. Et maintenant, j'ai, toi. Il hésita sur ce dernier mot, conscient de tout ce qu'il contenait de promesses et d'inconnus. Angela sourit tristement. Nous avons Nico, aussi. Il t'appelle déjà oncle. Une étincelle de joie passa dans le regard de Léo. Alors bâtissons quelque chose qui mérite ce nom de famille élargie, dit-il. Quelque chose de droit, de sûr. Ils restèrent longtemps à la table de la cuisine, esquissant un plan comme d'autres dessinent une carte au trésor. Chaque étape était risquée, chaque détour calculé. Mais ils avaient la persévérance en partage, et, surtout, la conviction que la vérité, même étouffée sous des pelletées de mensonges, finit toujours par respirer. La première neige tomba le jour où ils quittèrent la maison pour la grande ville. Nico, emmitouflé dans sa veste recousue, agitait la main par la fenêtre. Angela sentit sa gorge se nouer, c'était la première fois qu'elle le laissait derrière elle plus d'une nuit. Mais la voisine de confiance veillait, et Léo devait protéger son fils autant qu'elle protégeait le sien. Dans le train qui filait entre les paysages blanchis, Léo contemplait son reflet dans la vitre. Les cicatrices, les cheveux trop courts coupés à la hâte, les cernes violacées, tout témoignait de la haine qu'il avait subie. Pourtant, au-delà de ces stigmates, une détermination nouvelle l'animait, comme un feu sous la glace. Angela, assise à côté, posa sa main sur la sienne. Aucun mot n'était nécessaire, leur silence s'accordait à merveille. Quand la ville dressa ses tours d'acier devant eux, les phares des voitures dessinèrent des éclats dans les larmes qu'Angela essuya rapidement. « Nous y sommes, murmura-t-elle. « Oui, répondit Léo. Et cette fois, je rentrerai à la maison. Peut-être différent, peut-être brisé, mais vivant. » Il inspira, sentit l'air chargé de neige fondue lui piquer les poumons, puis ajouta, plus bas. « Et je pourrai dire à Jonathan que je l'aime. Je pourrai enfin finir notre fusée. » Angela serra sa main. Une simple pression, un battement de cœur partagé, suffit à sceller leur pacte. La locomotive freina avec un gémissement métallique, la gare s'ouvrit devant eux comme la promesse d'un nouveau chapitre périlleux, certes, mais où chaque pas serait guidé par la lumière têtue de l'espoir. Et là, dans le grondement des rails encore vibrants, deux êtres autrefois naufragés comprirent qu'ils n'étaient plus seuls pour affronter la tempête. Léo n'avait jamais vraiment compris ce qu'était la loyauté. Jusqu'à ce qu'elle lui éclate au visage sous la forme d'une trahison ciselée avec précision. Angela, en retrait dans un coin de la pièce, savait observer.
Elle avait appris à reconnaître les silences où il fallait s'effacer, et ceux où une main posée sur l'épaule pouvait changer une trajectoire. Ce jour-là, elle s'approcha lentement, se pencha au-dessus de son épaule. Léo, concentré, examinait des documents financiers imprimés, des relevés anciens qu'il avait réussi à extraire grâce à un mot de passe qu'il avait mémorisé par réflexe de survie. Ce sont des transferts que je n'ai jamais validés. Murmura-t-il, les sourcils froncés. Des sociétés écrans, des placements dont je n'ai jamais autorisé l'existence. Angela hocha la tête, attentive. Tu m'as parlé de Daniel Hellé, autrefois responsable des comptes privés à la Nord-Bank. Je peux le contacter. Les yeux de Léo s'illuminèrent. Oui. On lui faisait confiance. Je l'ai retrouvé sur LinkedIn hier soir. Je lui ai envoyé un message depuis un faux profil sécurisé. S'il répond, on saura s'il est encore de notre côté. La réponse ne tarda pas. Quelques heures plus tard, la voix de Daniel surgit dans le combiné, altérée par un brouilleur d'appel. Il parlait bas, prudent. Si c'est vraiment toi, dis-moi. Quel était le nom du chien que tu as sauvé du toit inondé en 2012 ? Léo répondit sans hésiter. Crisco. Tu disais qu'il ressemblait à une miche de pain mouillé. Un silence suivit. Puis la voix de Daniel, tremblante, mon Dieu. Ils avaient dit que tu étais mort. Alors Léo lui raconta. Brièvement. Sans drame, juste les faits. L'enlèvement. L'enterrement. La survie. Daniel, secoué mais fidèle, accepta d'aider. Et ce qu'ils découvrirent glaça le sang de Léo, 12 de ses comptes privés, jusque-là en sommeil, avaient été vidés méthodiquement en l'espace de 3 mois. L'argent avait été dissimulé à travers un réseau complexe de sociétés offshore, disséminées entre les îles Caïmans, Gibraltar et Dubaï. Les signatures sur les autorisations de virement portaient son nom. Trop bien, trop fidèlement. Ils ont forgé ta signature, déclara Daniel avec gravité. Probablement copiée numériquement à partir de tes documents juridiques. Aucun doute, ils ont planifié ça depuis longtemps. Léo inspira profondément. Mais maintenant, on a une piste. Avec Angela, il imprima chaque relevé. Ils surlignèrent les incohérences, les dates impossibles, les mouvements bancaires datés d'après sa supposée mort. L'un des documents était signé 2 semaines après qu'il ait été enterré. Une preuve en or. Mais Léo ne voulait pas encore frapper. Pas sans avoir tout. Pas sans être armé d'un arsenal irréfutable. Il voulait affronter les traîtres non pas avec des soupçons, mais avec une vérité tranchante, implacable. Alors ils tendirent un piège. Angela installa un enregistreur d'appel sur un vieux téléphone prépayé. Ensemble, ils créèrent une fausse identité, un soi-disant agent de conformité d'une banque étrangère cherchant à vérifier une signature sur un nouveau document de trust. Ils appelèrent Anne, l'ancienne assistante de Léo. Elle mordit à l'hameçon. Tout est archivé, dit-elle, sa voix trahissant une nervosité palpable. Monsieur Falenstin autorisait toujours ce genre de choses. J'ai même géré moi-même les documents notariés. Angela observa la main de Léo se crisper autour du téléphone. Lorsqu'il raccrocha, il resta silencieux, l'enregistrement encore chaud entre ses doigts. Sa voix était grave, contenue. Ils m'ont enterré vivant, Angela. Mais maintenant, je vais déterrer tous leurs secrets, jusqu'à ce qu'ils se noient dans leurs propres mensonges. Angela posa une main sur son épaule, douce et ferme. Tu n'es plus seul, Léo. Il hocha la tête, les yeux rivés sur le tableau de liège recouvert de fils rouges et de noms gribouillés. Je sais. Et c'est ce qui me donne la force. Cette fois, je ne vais pas juste survivre. Je vais gagner. Le vieux cabanon au fond du jardin n'était plus un refuge. C'était devenu un quartier général. Une salle de guerre. Léo, méticuleux, s'était réintroduit dans le monde juridique sous une fausse identité. Derrière un alias chiffré, une voix modifiée par un filtre grave, il se présentait désormais comme Monsieur Adler, un investisseur européen solitaire cherchant à déplacer des actifs importants à travers des cabinets réputés pour leur discrétion. Sa cible, Maître Émile Wagner. L'homme qui avait autrefois géré les avoirs de Léo, et qui désormais orchestrait le détournement orchestré par Verina et Clemens. Ils fixèrent un rendez-vous dans un bureau de location high-tech à Zurich. Léo, vêtu sobrement, barbe grisonnante taillée de près, canne à la main, lunettes sombres sur le nez, entra dans la pièce avec l'assurance d'un banquier suisse. Monsieur Adler, dit Émile en se levant.
Léo hocha la tête sans ôter ses lunettes. J'ai entendu que votre cabinet était réputé pour sa discrétion, surtout concernant des actifs non conventionnels. Émile sourit poliment. Nous sommes spécialisés dans la gestion de portefeuilles sensibles. Léo lui remit les documents préparés par Angela, soigneusement falsifiés. En les tendant, son regard s'arrêta sur un cadre photo sur le bureau, Verina, rayonnante. Et toujours, elle utilisait son nom. Pendant les semaines qui suivirent, Léo, sous son masque d'homme d'affaires fortuné, soutira méthodiquement des informations. En jouant le rôle du partenaire potentiel, il valida l'existence de sociétés offshore inconnues, toutes reliées à son propre patrimoine. Émile, croyant traiter avec un client important, alimentait sans le savoir la vengeance silencieuse de celui qui l'avait trahi. Angela, elle, agitait les ombres. À travers un nouveau compte anonyme, elle publia de courts messages sur des forums financiers confidentiels. Des murmures. Des insinuations. Il paraît que Falenstin n'est pas mort. Les posts disparurent rapidement, mais pas avant d'avoir été capturés et diffusés. En moins d'une semaine, les rumeurs atteignirent Verina et Clemens. Le chaos s'installa. Angela intercepterait bientôt un mail de Verina à Clemens. « Tu as entendu ? Il n'est pas mort. Je ne sais pas comment c'est possible, mais quelqu'un sait. Il faut étouffer ça. Tout de suite. » Mais il était déjà trop tard. Léo avait tout réuni, les relevés bancaires, les échanges de mai, les enregistrements. Même Gorg, son ancien chauffeur, avait fourni un enregistrement clandestin dans lequel Verina et Clemens conspiraient avant la disparition de Léo. Et surtout, il avait les signatures falsifiées, les dates impossibles, les preuves d'un vol organisé. Le piège était refermé. Et cette fois, c'est lui qui tenait les clés du silence et de la justice. Le dernier élément du plan n'était pas un document, ni un enregistrement, mais un lieu. Un symbole. Léo rédigea une seule invitation, imprimée sur un papier ivoire épais, orné du sceau discret mais solennel de la Fondation Falenstin. Vous êtes cordialement invité à un gala caritatif privé, en mémoire de Léopold Falenstin, célébrant son héritage et son impact dans les actions humanitaires. La réception devait avoir lieu dans la même salle de conférence où, autrefois, Clemens et Verina s'étaient assis, riant à gorge déployée, alors qu'il forgeait sa signature et signait sa condamnation à l'oubli. Ce lieu de trahison allait devenir le théâtre de leur chute. Le soir de l'événement, la pièce brillait sous la lueur de bougies et de bouquets de lys blanc. Un quatuor à cordes jouait doucement à l'arrière-plan, ses notes suspendues dans l'air chargé de parfum et de tension. Angela, en retrait, restait silencieuse, les yeux rivés sur la scène. Elle ne respirait presque pas. Clemens arriva le premier, vêtu d'un smoking bleu marine, le regard brillant d'arrogance. Il se déplaçait avec la légèreté de ceux qui se croient invincibles. Verina le suivit, rayonnante dans une robe noire élégante, ses boucles d'oreilles en diamant lançant des éclats de lumière à chaque mouvement de tête alors qu'elle saluait les mécènes d'un ton mondain. Aucun des deux ne se doutait de ce qui les attendait. Lorsque la musique s'interrompit et que les lumières s'assombrirent, un maître de cérémonie monta sur scène. Il se racla doucement la gorge. « Mesdames et messieurs, avant que les discours ne commencent, nous vous invitons à visionner une courte vidéo en l'honneur de Monsieur Falenstin. » Le projecteur se mit à ronronner doucement. L'écran s'illumina. D'abord, un plan d'une forêt brumeuse. Puis une scène brutale, Léo, couvert de terre et de sang, rampant hors d'un trou creusé dans le sol. La caméra s'approcha de son visage tuméfié, tandis qu'il murmurait faiblement. Ils m'ont enterré vivant. Un frisson parcourut l'assemblée. Des cris étouffés. Des mains portées aux bouches. La vidéo continua. On entendit la voix de Verina, captée lors d'un appel intercepté. Dès qu'il sera sous terre, tout nous appartient. Puis un rire glaçant de Clemens. Des captures d'écran montrèrent les transferts bancaires suspects, les documents signés frauduleusement, une visualisation sonore du témoignage audio de Georges, leur ancien complice. Puis, silence. Et dans ce silence, Léo apparut. Vivant. En chair et en os. Debout. Calme. Verina lâcha son verre qui se fracassa au sol. Clemens resta figé, les yeux grands ouverts. Toute la salle se retourna comme un seul corps lorsque Léo monta sur scène, un classeur à la main. « Bonsoir, dit-il paisiblement. Je m'appelle Léopold Falenstin. Certains d'entre vous pensaient que j'étais mort. Et d'une certaine manière, je l'étais. Mais plus maintenant.
Il posa lentement le dossier sur le pupitre. Voici tout. La vérité. Le vol. La trahison. L'épreuve. Verina tenta de se lever, le regard affolé. C'est absurde. Mais déjà les portes s'ouvraient. 2 inspecteurs en civil firent leur entrée, suivis d'une procureure de l'État. La salle retint son souffle. Verina Falenstin. Clemence Auer. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude, détournement de fonds et obstruction à la justice. Des flashs d'appareils photo éclatèrent. Des murmures devinrent des cris. Verina hurla de rage tandis que Clemence, blême, cherchait son téléphone trop tard. Les agents les encadrèrent, les menottèrent, et les firent sortir sous les yeux d'un public médusé. Léo resta immobile. Ce n'est que lorsqu'il tourna la tête et croisa le regard d'Angela, restée dans l'ombre au fond de la salle, qu'il inspira profondément. La vérité avait été exhumée. Et cette fois, ce n'était pas lui qu'elle avait enterré. Le procès, rapide et très médiatisé, fit les gros titres. Les chaînes d'information en continu n'avaient que son nom à la bouche. Mais Léo refusa chaque interview, chaque invitation télévisée. Il déclina même de reprendre son poste à la tête de la fondation. Il fit publier un seul communiqué, bref. Je n'ai pas besoin de pouvoir pour vivre dans la vérité. J'ai juste besoin de paix. Une semaine plus tard, par un vendredi matin paisible, Léo se tenait devant les grilles du pensionnat Saint-Eustache. Il tenait dans sa main un petit bouquet de bleuets. À ses côtés, Angela, dans un manteau bleu marine, affichait une expression douce mais résolue. Nico, silencieux, lui tenait la main, curieux mais calme. Ils n'étaient pas venus pour une photo. Ni pour le pardon du monde. Ils étaient venus pour quelque chose de bien plus intime. Jonathan. Le fils de Léo. 12 ans. L'enfant qu'il n'avait pas vu depuis le soir où tout avait basculé. Angela le regarda tendrement. Prêt? Léo inspira profondément, sa gorge serrée. Non. Mais je suis là. La réceptionniste les conduisit à travers les couloirs baignés de lumière, bordés de peintures anciennes. Au fond de la salle commune, un garçon était assis près de la cheminée, un livre entre les mains. Son sac encore sur le dos, ses épaules légèrement voûtées. La femme murmura. C'est Jonathan. Je vous laisse un moment. Léo s'avança, lentement. Chaque pas faisait battre son cœur plus fort. Le monde entier s'effaçait. Le garçon leva les yeux une seconde. Rien. Puis, le livre tomba. Papa? Souffla Théil d'une voix brisée. Léo tomba à genoux, les yeux pleins. C'est moi, John. L'enfant resta un instant figé. Puis, comme s'il franchissait un mur invisible, il se jeta dans les bras de son père. Il disait que t'étais mort. Que t'étais parti pour toujours. Léo le serra fort, très fort. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas partir. Je n'ai jamais voulu. J'ai essayé. J'ai essayé de toutes mes forces de revenir vers toi. Les larmes de Jonathan trempaient l'épaule de Léo. Je t'ai attendu. Chaque nuit. Léo recula juste assez pour le regarder dans les yeux. Je suis désolé d'avoir raté ce dîner. Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Mais je te le promets, chaque souffle que j'ai pris, chaque seconde où je me suis battu pour survivre, c'était pour une seule chose, te revoir. Jonathan ne répondit pas. Il pleurait, accroché à la chemise de son père comme s'il avait peur qu'il disparaisse à nouveau. Angela détourna les yeux, bouleversée. Nico murmura. C'est son fils? Elle hocha la tête, les larmes aux cils. Jonathan rentra avec eux ce week-end-là. Cela devait être temporaire. Une simple parenthèse. Mais les jours devinrent des semaines. Entre lui et Nico, une complicité immédiate. Ils partagèrent leurs histoires, firent des courses de vélo dans le jardin, construisirent ensemble une cabane dans le vieux chêne. Le soir, ils s'endormaient en chuchotant, les lampes de poche encore allumées. Léo, lui, préparait le dîner avec Angela, réparait les clôtures, aidait Nico à faire ses devoirs de maths. Chaque soir, il racontait une histoire à Jonathan avant de l'embrasser sur le front. Sa voix était douce. Son regard paisible. Il n'était plus un homme enterré vivant. Il était un père. Debout. Vivant.
Aimer. Cette nuit-là, tandis qu'il fermait doucement la porte de la chambre de Jonathan, Léo sentit la chaleur du couloir l'envelopper comme une étreinte discrète. Angela l'attendait, accoudée au chambranle, une tasse de thé fumant entre les mains. La lumière tamisée soulignait les volutes parfumées qui s'élevaient, pareilles à des promesses de réconfort. « Tu t'en sors bien », murmura-t-elle dans un sourire rassurant. « Je suis terrifié », avoua Léo, la voix presque brisée. Mais pour la première fois, tout semble réel. Enfin réel. « Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement présent », répondit Angela, posant sa main libre sur son avant-bras. Il la regarda, les yeux chargés d'une gratitude muette. « Tu m'as rendu plus que la vie », pensa-t-il. « Tu m'as rendu mon fils, ma famille. » Dehors, la neige commençait à tomber, drapant le monde d'un voile silencieux. Dans la chambre attenante, Jonathan et Nico dormaient, chacun blotti sous une couverture moelleuse. Léo se tint un instant au centre de la pièce, les contemplant l'un après l'autre comme on contemple un miracle fragile, puis il posa la main sur son cœur et chuchota, « C'est pour ça que je suis revenu. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il s'endormit l'âme enfin entière. La maison, quant à elle, était modeste, un ancien pavillon de briques blanchies, légèrement envahi par le lierre, avec un jardin où le soleil de l'après-midi jouait à cache-cache parmi les herbes hautes. Ses larges fenêtres donnaient sur le bois, là même où l'histoire avait recommencé. Elle se dressait à la lisière de la forêt, à quelques pas du sentier étroit où Angela et Nico avaient entendu une voix murmurer sous la terre. À présent, cette maison appartenait à tous, à Léo, à Angela, à Jonathan, à Nico. Léo l'avait achetée non par goût du faste, mais avec un sens aigu du symbole, « Je veux vivre là où j'ai été sauvé, pour ne jamais oublier pourquoi j'ai continué à me battre », avait-il déclaré. À l'intérieur, la vie coulait sans artifice, des repas fumants partagés autour d'une vieille table en chêne, des corvées réparties dans la bonne humeur, des éclats de rire résonnant dans le couloir. Les soirées se passaient à lire, à s'affronter au Monopoly ou simplement à bavarder à la lueur d'une lampe. Aucune grille de sécurité, aucun personnel, aucun flash de photographe, seulement une famille qui réapprenait la joie du quotidien. Après le procès, Léo avait décliné tous les postes prestigieux qu'on lui proposait. Sa fortune, il choisit de l'investir dans la Fallenstein Reborn Foundation, une organisation à but non lucratif destinée à soutenir ceux que la trahison avait brisés, femmes reconstruisant leur vie, parents isolés, enfants abandonnés par les systèmes censés les protéger. Angela siégeait à ses côtés au conseil d'administration. Nico et Jonathan, inséparables, griffonnèrent le premier logo, une main émergeant du sol, touchée par un rayon de lumière, un rappel lumineux de la renaissance possible. Le lancement officiel n'eut pas lieu dans un palace, mais dans la salle d'un centre communautaire aux murs de bois patiné. On y disposa de simples chaises pliantes, des programmes écrits à la main, du thé infusé par des bénévoles. Les gens vinrent moins pour le confort que pour l'histoire, pour l'homme qui s'était un jour volatilisé et était revenu avec bien plus qu'une survie, une vision. Quand Léo monta sur l'estrade, le silence tomba, palpable. Il ne portait pas de cravate, seulement un costume gris clair, modeste, et un sourire doux. Son regard chercha Angela au premier rang, elle hocha la tête avec bienveillance. À ses côtés, Jonathan se tenait droit, tandis que Nico, débordant d'enthousiasme, se penchait pour ne pas perdre un mot. « On m'a enterré vivant », commença Léo d'une voix calme. « Pas avec des pelles, mais avec la trahison. On n'a pas seulement voulu me tuer, on a tenté d'effacer mon nom, mon héritage, ma valeur. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots retomber comme autant de pierres dans l'eau. Pourtant, ce qui m'a sauvé n'était ni l'argent, ni la loi, ni même la vengeance. Son regard revint vers Angela, sa voix se fit plus douce. Ce qui m'a sauvé, c'est une mère célibataire qui n'avait rien d'autre à offrir que sa bonté. Elle m'a cherché là où personne ne cherchait, écouté quand personne n'entendait, veillé quand tout le monde se détournait. Elle a été ma lumière dans la nuit la plus noire. Aujourd'hui, je consacre ma vie à garder cette lumière vivante et à l'offrir à quiconque en a besoin. L'applaudissement qui suivit ne claqua pas comme un tonnerre, il enfla avec lenteur, empli d'une sincérité vibrante, comme l'éclosion d'un cœur. Plus tard, dans la cuisine parfumée au thym et à l'ail, Léo remuait une sauce onctueuse tandis qu'Angela allumait des bougies. Nico posa les assiettes avec solennité, Jonathan apporta un jeu de cartes, fier de son idée de soirée. Ils prirent leur temps, riant à gorge déployée, se passant les plats comme des trésors fragiles. Sur le mur, une photographie encadrée capturait un instant précieux, 4 personnes, bras enlacés, sourire spontané. Ils n'étaient pas soudés par le sang, mais par le choix.
Dans cette maison baignée d'une lumière dorée, près de la forêt, personne n'était plus seul. Si cette histoire a effleuré votre cœur, si elle vous rappelle que même dans l'obscurité la plus totale l'amour peut germer et s'épanouir en quelque chose de splendide, alors vous êtes au bon endroit. Chez Histoires qui éveillent l'âme, nous partageons des récits comme celui de Léo et Angela non pour distraire seulement, mais pour guérir, rappeler, inspirer. Des récits de courage discret, de seconde chance, de famille choisie et de vie reconstruite. Alors, si ce voyage vous a bouleversé, si vous vous êtes reconnu dans leur résilience, leur tendresse ou leur décision de recommencer, offrez à cette histoire un pouce levé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'une étincelle d'espoir et abonnez-vous à Histoires qui éveillent l'âme. Ensemble, nous bâtissons un refuge où l'esprit humain n'est jamais oublié. Jusqu'à la prochaine page, restez bienveillants, restez courageux, souvenez-vous, parfois, il suffit d'un seul geste de compassion pour transformer une vie à jamais.